Bonjour à tous, la séance est ouverte sur LCP. On parle aujourd'hui d'une proposition de loi très controversée. Elle vise à renforcer la sécurité dans les transports en élargissant les prérogatives des forces de sécurité. Vous avez peut-être croisé sur la route des vacances, ils patrouillent dans les gares, dans les trains pour traquer les fraudeurs de billets. Eux, ce sont les agents de la SUGE, en nom de code, la sécurité ferroviaire de la SNCF, une police spécialisée, tout comme le GPSR dans le métro, le groupe de protection et de sécurité des réseaux. Eh bien, avec cette proposition de loi, leur pouvoir sera renforcé. Un texte attendu par les professionnels, mais très décrié par une partie de l'hémicycle. La gauche y voit une atteinte aux libertés et droits fondamentaux. Place au débat. Ce 18 mars 2025, le texte arrive au bout de son chemin législatif avec un dernier vote. Le gouvernement et le rapporteur défendent un texte d'équilibre. De la commission mixte paritaire de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports. La parole est à monsieur Guillaume Gouffier-Valente, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues, je ne peux ici vous cacher une certaine émotion alors que nous parvenons enfin, du moins je l'espère, au bout du parcours parlementaire de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports. Après une première adoption au Sénat en décembre 2023, elle a en effet été étudiée une première fois en commission à l'Assemblée nationale, où cet examen a été interrompu par la dissolution de notre Assemblée, puis une seconde fois, où les débats en séance publique ont été empêchés par la censure du gouvernement précédent. Notre Assemblée est finalement parvenue à voter ce texte le 11 février dernier dans cet hémicycle, où il a été très largement adopté. La procédure accélérée ayant été enclenchée par le gouvernement sur cette proposition de loi, s'en est alors suivi un travail soutenu avec le Sénat afin de faire évoluer ces dispositions dans les directions qui permettent son adoption définitive dans nos deux chambres. Nous y sommes parvenus puisque le 6 mars dernier, notre commission mixte paritaire a été conclusive et je tiens à saluer notamment la rapporteure côté Sénat, Nadine Bellureau. Alors que nous arrivons enfin à l'issue de nos travaux, dont vous reconnaîtrez qu'ils ont peut-être été plus turbulents que de coutume, je voudrais avoir ici une pensée pour l'auteur du texte, monsieur Philippe Tabarot, qui nous a offert une leçon de patience en politique et nous prouve aujourd'hui que l'initiative parlementaire a de l'avenir et qu'elle peut parvenir à créer le consensus entre les deux chambres. Et je tiens d'ailleurs à saluer l'adoption très large de cette proposition de loi et des conclusions de la CMP hier au Sénat. Le texte soumis cet après-midi à votre ultime approbation, chers collègues, n'a pas beaucoup évolué par rapport à celui voté par notre Assemblée il y a quelques semaines. Comme vous le verrez, de nombreux articles n'ont pas été modifiés ou seulement à la marge. Quelques divergences demeuraient avec le Sénat pour lesquelles nous avons trouvé à chaque fois une solution qui me paraît tout à la fois équilibrée et respectueuse de nos politiques publiques tout en gardant l'architecture autour des trois axes de l'ensemble du texte. Ainsi, à travers les travaux de notre commission mixte paritaire, nous avons souhaité d'abord consolider la constitutionnalité du texte. À cet égard, nous avons donc supprimé à l'article 1er la possibilité de transaction en cas de délit, ce qui n'est pas permis par notre droit constitutionnel. Nous avons de la même manière supprimé la modalité d'intervention des agents du GPSR et de la SUGE sur la voie publique sans autorisation du préfet en cas d'urgence à l'article 2, c'était la ligne 6. Cette rédaction un peu ambiguë est déjà pour une large part couverte par l'article 73 du Code de procédure pénale qu'un certain nombre d'entre vous avaient d'ailleurs soulevé lors de nos travaux. Nous avons également supprimé la disposition relative au périple meurtrier. Ensuite, s'agissant du dispositif de conservation des objets dangereux de l'article 1er, nous avons repris le dispositif dans la rédaction de notre Assemblée, mais nous l'avons complété par des ajouts qui visent à sécuriser juridiquement ce dispositif innovant et attendu par les agents sur le terrain. S'agissant du SECOS en Ile-de-France, à l'article 7, après avoir entendu l'ensemble des acteurs concernés, notamment la préfecture de police, IDFM et les opérateurs de transport, il nous semble plus pertinent de nous en tenir à la rédaction adoptée en commission des lois de l'Assemblée nationale qui s'inscrit pleinement dans l'équilibre recherché au Sénat. Cette rédaction représente une importante avancée pour IDFM, Ile-de-France Mobilité d'ailleurs, qui doit et qui demain siégera au SECOS tout en conservant les équilibres et les prérogatives de chacun des acteurs y siégeant, bien entendu. À l'article 11, mes chers collègues, nous avons abouti à une rédaction de compromis avec les sénateurs qui pérennise le dispositif de captation sonore cher aux opérateurs. C'est le dispositif d'alarme discrète dans les bus et dans l'habitacle des conducteurs de bus qui sont particulièrement touchés par la hausse des agressions aujourd'hui.
Nous avons également modifié l'article 14 bis qui autorise les opérateurs à dégager les voies de tramway en cas de véhicule embourbé. Nous sommes ainsi revenus à la rédaction plus proche de ce que la commission des lois de l'Assemblée avait adopté. Mes chers collègues, les attentes de nos concitoyens en matière de sûreté dans les transports sont fortes et je crois que nous pouvons sans rougir affirmer que ce texte répond pleinement à ces attentes. Les dispositions que vous êtes sur le point de voter permettront très concrètement de renforcer les synergies entre les acteurs et de doter la SUGE et le GPSR de nouvelles dispositions dont ces agents ont besoin pour nous protéger au quotidien et assurer le bon fonctionnement de nos services de transport. Je voudrais donc conclure mon intervention en rendant à ces femmes et à ces hommes un certain hommage appuyé et leur dire toute la reconnaissance de la représentation nationale pour leur dévouement dans leur travail et les remercier pour leur disponibilité tout au long de ces travaux qui auront duré un peu plus d'une année. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, au lendemain de son adoption par le Sénat, c'est avec une satisfaction particulière que je viens devant vous représenter mon collègue ministre des Transports, Philippe Tabarot, actuellement en Pologne, pour défendre les intérêts français auprès de ses homologues européens. Ce texte, né de l'initiative sénatoriale, illustre parfaitement une certaine forme de résilience de notre démocratie parlementaire. Son parcours fut en effet particulièrement tumultueux. D'abord examiné sous la coordination de Clément Beaune, que je salue, interrompu par la dissolution et les élections législatives anticipées, repris avec inspiration par le rapporteur Guillaume Gouffier-Valente, puis temporairement suspendu en décembre en raison de la censure du gouvernement. Son adoption a finalement abouti le 11 février dernier. Je tiens à saluer particulièrement l'engagement du rapporteur, du président de la commission des lois Florent Boudier, des membres de la commission et de l'ensemble des députés qui ont contribué à façonner ce texte à travers 3 gouvernements successifs. Je me permets de souligner qu'il s'inscrit dans la continuité de travaux initiés en 2016 au sein de votre Assemblée par les députés socialistes Gilles Savary et Bruno Leroux, qui avaient alors posé les premiers jalons d'une politique de sécurité dans les transports. Il rappelle que la sécurité de nos concitoyens n'est ni de gauche, ni du centre, ni de droite, mais rassemble tout simplement autour de l'intérêt général. La rédaction de cette proposition de loi est partie d'un constat bien trop alarmant. Les vols et violences dans les transports sont en hausse, tant à l'égard des usagers qu'à l'égard de nos agents, ce qui n'est pas acceptable. À l'heure où nous essayons de favoriser le report modal et la décarbonation de nos modes de transport, qui, je le rappelle, représentent un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre, il est impensable de ne pouvoir garantir à nos concitoyens un déplacement en toute sérénité. 87% des femmes ont été victimes de violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. 110 000 vols et violences ont été recensés pour la seule année 2024. Et les agressions contre les conducteurs de bus ou de métro noircissent trop souvent notre actualité. Ainsi, par ce texte, enrichi par votre Chambre, de nombreuses dispositions concrètes permettront de renforcer notre politique de sûreté pour les femmes et les hommes qui se déplacent et pour ceux qui ont la charge de ces réseaux de transport. Je tiens également à saluer le travail réalisé en CMP, qui s'est réuni le 6 mars dernier. En est sorti un texte équilibré et ambitieux qui répondra efficacement aux défis d'insécurité. Parmi les mesures principales, il permettra avant toute chose de renforcer les moyens d'action des agents SUGE et GPSR, qui permettent chaque jour de sécuriser nos déplacements. Ils pourront désormais procéder à des palpations de sécurité afin de saisir les objets dangereux des individus malveillants. Et ce texte leur permettra également de poursuivre les contrevenants aux abords des gares. L'objectif de ce texte permet aussi de renforcer le continuum de sécurité. En effet, la coordination entre agents de police nationale et municipale, les agents SUGE et GPSR et les agents de sécurité privée sera améliorée pour mettre fin à des situations parfois ubuesques de périmètre. Votre travail parlementaire a permis d'encadrer ces nouvelles prérogatives de manière équilibrée et proportionnée dans l'objectif de garantir la liberté de tous. Cette proposition de loi va permettre également de pérenniser un dispositif attendu par les agents de contrôle et qui a fait ses preuves, les caméras piétons.
Ce dispositif est avant tout une mesure de dissuasion, mais elle contribue aussi à la sécurité de nos agents. Au sein de cet hémicycle, vous avez enfin introduit des caméras frontales pour les tramways, permettant cette fois-ci de sécuriser le matériel indispensable pour nos déplacements. À ce titre, les bagages abandonnés sont un véritable fléau qui paralyse trop souvent nos réseaux et un dispositif gradué de sanctions permettra d'y remédier. Dans la même veine, l'étiquetage des bagages va connaître une innovation grâce à la mise en place d'un QR code visant à sécuriser les données personnelles des usagers. Outre les mesures adoptées, ce texte aura également permis de mettre en lumière certaines imperfections de nos dispositifs existants. Le gouvernement a engagé un travail de co-construction avec les opérateurs, les administrations centrales et l'imprimerie nationale visant à améliorer la plateforme Vérif Permis, permettant aux opérateurs de bus d'avoir accès à la validité du permis de conduire des conducteurs. Il n'est évidemment pas acceptable qu'un conducteur de bus puisse encore exercer si son permis lui a été retiré, mais que son employeur ne peut le vérifier. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs les députés, le gouvernement soutient ce texte qui apporte des mesures concrètes et pragmatiques pour répondre aux défis de la sûreté dans les transports. De nouveaux défis arrivent avec l'ouverture à la concurrence de nos réseaux. C'est pourquoi nous soutenons aussi la demande de rapport, une fois n'est pas coutume, que vous avez introduite. Au nom du gouvernement, je vous invite donc solennellement à adopter ce texte qui permet de renforcer la sûreté dans les transports tout en garantissant les libertés de chacun, car une des premières libertés de nos concitoyens, c'est avant tout d'aller et venir sereinement. C'est l'essence même d'une société. Je vous remercie. Dernier vote à l'Assemblée nationale et dernière passe d'armes. La gauche est vent debout contre ce texte qui autorise les agents de sécurité dans les transports à effectuer des palpations sans l'aval des préfets. Autre point de controverse, la pérennisation du port de caméras piétons par les forces de sécurité ou encore la prolongation du dispositif de la vidéosurveillance par algorithme. Conséquence, avant le début des débats, la France Insoumise a déposé une motion de rejet sur ce texte qu'elle juge liberticide. C'est Elisa Martin qui la défend. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. J'ai participé la semaine dernière à la commission mixte paritaire sur ce texte bien mal nommé « Sûreté dans les transports ». Or, malgré des mesures qui auront un impact sur le quotidien des gens, la réunion a duré à peine 1 heure dans une atmosphère feutrée et d'entre-soi. Pourtant, seront concernés des millions de voyageurs par jour. Après la loi JO et autres dispositions, au même moment que l'examen de la loi sur le narcotrafic, nous faisons toujours les mêmes alertes. Brique après brique, vous bâtissez une France surveillée, punie, contrôlée, enfermée. Vos logiques sont toujours les mêmes. D'abord, la surveillance généralisée grâce aux nouvelles technologies. La mesure la plus démonstrative de cette fuite en avant étant bien sûr la prolongation de l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Il s'agit donc de logiciels à qui l'on apprend à repérer des comportements suspects. Or, voyez-vous, ce que nous apprend la recherche à ce sujet, c'est que la définition de ces comportements dits suspects est un bon moyen de connaître les préjugés d'une société et, à coup sûr, de leurs dirigeants. Regardons qui est visé. Les plus précaires et les militants, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui n'entrent pas dans vos cases et contestent l'ordre établi. Un rapport de la Défenseure des droits a également mis en avant les biais fortement discriminatoires de ces algorithmes. Cela mène aussi à l'autocensure, c'est-à-dire à une influence sur nos propres comportements, comme l'hésitation, par exemple, à aller à une manifestation pour exprimer son opposition. À nouveau, de nombreux droits et libertés fondamentales sont bafoués, comme celle d'aller et venir, de s'exprimer et bien sûr le droit à la vie privée. Ensuite, la pénalisation à outrance de tous les comportements. Même oublier son bagage devient une contravention. Vous élargissez sans cesse le filet pénal comme solution miracle. Nous échappons ici à l'interdiction de paraître, mais que nous retrouvons dans un autre texte pour d'autres raisons, par exemple dans la PPL narcotrafic. Vous recyclez les mêmes idées pour aboutir à des objectifs toujours plus liberticibles. Ici, par exemple, l'association du droit pénal et des technologies algorithmiques nous mènera nécessairement vers la reconnaissance faciale. Enfin,
le transfert des pouvoirs de sécurité au privé et parapublic. Armement des agents, extension de leurs prérogatives en matière de fouilles et de saisie, tout cela, bien entendu, sans les formations adéquates. Vous ne cessez d'augmenter les agents dédiés au quadrillage de l'espace public que vous contribuez à militariser. C'est ce que vous appelez pudiquement le continuum de sécurité. Il n'y a aucune invention dans tout ça. Ces logiques sont bien rodées et vous n'êtes pas capable de faire autre chose. Jamais d'éducatif, jamais de prévention, jamais d'analyse sur les causes des phénomènes, mais une réponse exclusivement répressive. Solution de facilité et effet d'annonce à bas coût. Vous voulez faire croire que vous réglez les problèmes alors que vous n'êtes que des démagogues appuyés sur des discours simplistes et réducteurs. Et les conséquences sont graves parce qu'au-delà des mesures en tant que telles, cela traduit votre vision du monde. Vous traitez les rapports humains uniquement en termes de danger, de concurrence et de méfiance. Autrement dit, pour vous, comme l'autre est dangereux, il faut le surveiller. Étant entendu qu'on est toujours l'autre de quelqu'un, il faut donc tous nous surveiller. Vous voulez nous faire croire que nous vivons dans une France orange mécanique. Monsieur Retailleau, un de nos 2 ministres de l'Intérieur, nous parle par exemple de la longue litanie sanglante des actes de barbarie perpétrés en France, ou encore d'ensauvagement, ou encore de décivilisation, concept cher à l'extrême droite. Tout cela est bien relayé par des médias que vos amis dirigent. Ces fantasmes vous permettent alors d'imposer vos politiques sécuritaires comme nécessaires et sans autre alternative. En réalité, il ne s'agit que de toujours plus contrôler le peuple. Celles et ceux que vous considérez comme déviants, celles et ceux qui dérangent, celles et ceux qui ne veulent pas rentrer dans votre moule. Vous voulez mettre tout le monde au pas et formater les comportements à votre guise. Votre projet de société exige un peuple qui se tient sage. En outre, si des violences existent bien, que nous ne nions pas, évidemment, elles sont aussi le fruit de votre incurie politique. Comment voulez-vous lutter contre les violences faites aux femmes, comme vous l'avez rappelé à l'instant, dans les transports ou ailleurs d'ailleurs, quand vous organisez méthodiquement vous-même une société patriarcale? Il en est de même pour l'accès au transport. Les tarifs élevés les rendent inaccessibles, alors qu'ils sont indispensables et devraient relever du service public et non de la mise en concurrence. Cela ne se réglera pas à coups de matraque. L'hypocrisie est totale et ne peut cacher vos intentions profondes. La sûreté n'est pas votre préoccupation. D'ailleurs, les dispositifs totalement démesurés que vous proposez pour certains actes ou incidents vont totalement à l'encontre de ce principe censé protéger les citoyens de l'arbitraire du pouvoir. C'est vous qui bafouez les principes protecteurs de notre République. C'est vous qui créez le contexte social de la guerre de tous contre tous. A contrario, à la France insoumise, nous croyons en une société apaisée, parce que égalitaire et plus juste. Une société de la coopération, parce que chacun y contribue, parce que chacun y est reconnu. L'orientation sécuritaire des politiques publiques n'est pas une fatalité, c'est un choix, le vôtre. Et vous nous trouverez toujours sur votre chemin pour nous y opposer. C'est la raison pour laquelle je défends à nouveau cette motion de rejet et c'est les raisons pour lesquelles nous saisirons le Conseil constitutionnel. Merci beaucoup. Je vous remercie. Est-ce que cela appelle une réponse de la Commission, monsieur le rapporteur? Juste sur quelques critiques, alors pas sur l'ensemble, on va dire, des effets de tribune ou du positionnement qui n'est pas partagé, et je vous inviterai à rejeter massivement cette motion de rejet, mais juste sur quelques inexactitudes tout de même, chère collègue Elisa Martin, et je sais que vous avez suivi nos travaux pour le coup, concernant d'abord le fait que nous poursuivrions en permanence les plus précaires. Préciser que justement les plus précaires, notamment les personnes sans domicile fixe, suite à plusieurs amendements venus de différents bancs, nous les avons retirés des articles 2 et 3 notamment. Concernant la pénalisation des abandons de bagages, ce n'est pas le cas. Nous restons sur du contraventionnel, y compris pour l'abandon. Ah non, vous avez dit qu'on pénalisait l'abandon de bagages. Ah non, ah oui, mais vous avez dit pénalisation. Et donc nous restons sur du système contraventionnel, y compris pour l'abandon
volontaires, soyons précis. Ensuite, concernant l'armement des agents de sécurité privés, nous n'armons pas les agents de sécurité privés. Nous renforçons les pouvoirs des agents du GPSR et de la SUGE, qui sont des agents privés à statut public, qui sont déjà aujourd'hui équipés d'armement par ailleurs et qui suivent plusieurs mois de formation pour pouvoir être assermentés et remplir l'ensemble de leur mission. Je voulais apporter ces quelques précisions pour pas qu'il n'y ait de confusion ici ou en dehors de cet hémicycle. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous ne souhaitez pas répondre. Alors je suis saisi d'explications de vote. Monsieur Brian Masson pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être bref parce que je crois qu'on doit avancer sur un sujet aussi important que la sécurité dans les transports. Moi, ce que je constate, c'est que cette motion de rejet préalable est évidemment inutile. Elle est futile et elle est tellement déconnectée de la réalité des Françaises et des Français. Les Français attendent de nous des actes forts, des actes clairs, parce que la sécurité est un enjeu majeur. Et tout ce qui doit compter dans nos débats, c'est comment améliorer le quotidien des Français qui attendent de nous des réponses évidemment fortes. Vos motions de rejet successives sur des textes aussi importants veulent, j'ai envie de dire, souligner votre déconnexion à l'égard de la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Vous êtes en réalité des laxistes dangereux parce que votre aveuglement nous pousse à ne rien faire. Alors vous parlez de société surveillée, mais pardonnez-moi, ce sont notamment vos amis du Venezuela qui pratiquent cette déconnexion et ce contrôle permanent. Revisitez un peu votre histoire parce qu'en réalité, voilà ce que vous êtes. Vous savez, vous avez eu des mots très forts à cette tribune, mais pas un mot. Pas un mot pour les victimes, pas un mot pour nos concitoyens qui sont victimes d'actes forts. Pas un mot, notamment, et je pense au ministre Tabarot qui a eu évidemment le courage nécessaire de rappeler qu'en 2017, il y a eu notamment 2 victimes, Laura et Maurane, assassinées à Marseille par un islamiste. Et ce drame aurait pu être évité si on avait donné les moyens aux policiers et aux agents de la sûreté pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Vous n'avez pas eu un mot pour les victimes, vous êtes en réalité la honte de cet hémicycle et cette motion et votre visage, la honte. Merci. La parole est à Madame Laure Miller pour le groupe EPR. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup, chers collègues. Un mot juste sur cette motion de rejet, cette énième motion de rejet préalable de la France Insoumise. Un mot sur la forme, pour dire en effet que je trouve assez contestable quand même d'avoir recours encore une fois à cette motion de rejet, alors que le texte a été débattu très longuement, à la fois à l'Assemblée nationale, au Sénat, avec beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur intellectuelle, que nous sommes arrivés à une commission mixte paritaire conclusive et que finalement vous arrivez encore aujourd'hui avec une motion de rejet qui me semble pas respectueuse de nos débats démocratiques. Et puis sur le fond, nous aurons l'occasion de le rappeler encore tout à l'heure et nous l'avons fait pendant tous les débats. Eh bien, on a cité beaucoup de chiffres sur les violences qui existent dans les transports en commun, avec les chiffres de l'année 2023. Eh bien, voilà, se considérer qu'il n'y a pas de sujet sécurité dans les transports, et qu'il ne faut rien faire, c'est soit le fait de ne pas regarder la réalité en face, soit vous considérez finalement qu'il n'y a pas de sujet et dans ce cas-là, vous êtes complètement hors sol. Donc j'invite mes chers collègues, tous mes collègues à rejeter cette motion de rejet préalable. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Hugo Bernalicis pour le groupe LFI-NFP. Merci, Monsieur le Président. Je veux abonder dans le sens de notre collègue Elisa Martin qui a brillamment présenté cette motion de rejet préalable. Déjà sur rappeler vraiment cette arnaque dans le titre. Il ne s'agit pas d'une proposition de loi sur la sûreté, ça n'a rien à voir avec la sûreté. Ayez au moins l'honnêteté intellectuelle de parler uniquement de sécurité, puisque la sûreté précisément, c'est la différence entre la sûreté et la sécurité, c'est pour tout citoyen de ne pas être mis en cause arbitrairement, par le pouvoir en place ou par le pouvoir en général. Sauf que les techniques que vous allez mettre dans ce texte de loi, notamment celle de la surveillance algorithmique, précisément, elle comporte un arbitraire supplémentaire et n'a rien à voir avec la sûreté, n'a rien à voir avec ça. Par ailleurs,
ça a été rappelé, vous ne parlez jamais des causes des violences dans les transports en commun. Avec vous, il n'y a pas de cause, il n'y a que des conséquences à traiter. Avec vous, c'est l'éternel recommencement. Ne jamais essayer de régler les problèmes. Et c'est bien ça le sujet, c'est que vous avez une vision sécuritaire qui, à la fin, ne règle pas le problème et vous fait revenir 2 ans ou 3 ans plus tard avec une nouvelle proposition de loi en disant il faut qu'on aille plus loin, on n'a pas assez ci, on n'a pas assez ça, etc. Enfin bon, à quel moment vous allez être conséquent sur ces sujets, justement, de sécurité et de sûreté de nos concitoyennes et de nos concitoyens? Vous croyez que ça nous fait plaisir quand des gens se font agresser? Si vous le croyez sincèrement, alors c'est que vous avez un problème. C'est que vous avez un grave problème avec la démocratie et avec le débat parlementaire. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous faites du clientélisme et de la surenchère sécuritaire un argument politicien en vue de faire du racolage électoral. C'est ça que vous êtes en train de faire avec ce genre de texte. Parce qu'à la fin, le problème, il n'est pas réglé. Voilà. Et qu'en plus, l'arbitraire va emporter des conséquences sur des gens concrètement qui vont être mis en cause pour rien. Voilà la dangerosité de ce genre de texte sur les transports et dans tous les autres domaines, parce que vous avez toujours la même ligne directrice. Donc avec nous, ce sera effectivement le rejet préalable à chaque fois. Je vous annonce que sur le vote de la motion de rejet, je suis saisi par les groupes Rassemblement National et Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et la parole est à monsieur Roger Vicot pour le groupe socialiste. Oui, merci Monsieur le Président. Donc texte que nous examinons pour la 4e fois, hein, rappelons-le, une fois avant la dissolution, une fois avant la censure, une fois en commission, une fois en commission mixte paritaire. Texte qui finalement n'a pas énormément évolué depuis la première version et nous en gardons un certain nombre d'inquiétudes. Évidemment, au départ, qui pourrait être contre le principe de la sécurité dans les transports, bien évidemment, mais le diable se cache dans les détails. Dans ce texte qui est bourré d'imprécisions qui sont ou volontaires ou floues, des rédactions un peu hasardeuses, mais surtout qui ouvre un champ assez large, beaucoup trop large, nous semble-t-il, pour les agents de la SUGE et de la RATP, qui, rappelons-le, ne sont pas des policiers. Monsieur, vous avez tout à l'heure évoqué leur formation, elle n'est que de 4 mois, et puis j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, avec des compétences extrêmement élargies, les possibilités de palpation de public, avec des éléments, lorsqu'il y a des éléments simplement objectifs qui indiquent qu'une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque, effectivement, etc., etc. Donc une subjectivité d'appréciation extrêmement large et à nos yeux non acceptable. Néanmoins, par ailleurs, plutôt, nous nous inquiétons également d'un certain nombre de flous juridiques sur certaines notions, du manque d'encadrement des technologies utilisées et de la disproportion d'un certain nombre de sanctions qui sont créées dans ce texte. Il y a une espèce d'appétit de répression quand même, disons-le, dans ce texte. Nouvelle peine d'entrée en gare, possibilité pour les opérateurs de mettre en place des systèmes de captation de son dans les véhicules. Et là encore, très large critère d'appréciation. Et puis, cette fois, sur la formation des personnels dont les compétences seraient ainsi élargies, la loi renvoie à un décret qui serait pris en Conseil d'État relatif aux modalités de formation, d'autorisation des agents. Tout ceci reste beaucoup trop flou et imprécis. Par conséquent, nous voterons favorablement cette motion de rejet. Je vous remercie. La parole est à monsieur Yann Boucard pour le groupe Droite républicaine. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur. 111 000 victimes de vols et de violences recensées dans les transports en 2023, 7 620 agressions physiques, 2 407 agressions à caractère sexuel. Ces chiffres, uniquement ces chiffres, suffisent à justifier ce texte visant à renforcer la sûreté dans les transports, déposé par, à l'époque, l'excellent sénateur Philippe Tabarot, devenu l'excellent ministre des Transports. Vous avez, chers collègues, à l'extrême gauche de cet hémicycle, fait un choix depuis le début de ce mandat, celui de toujours vous opposer aux honnêtes gens,
Nous voulons dans ce texte défendre les honnêtes travailleurs qui doivent prendre les transports en commun, le métro, le train pour aller travailler. À chaque fois qu'on veut faire adopter des mesures visant à mieux assurer leur sécurité, vous êtes contre. Mais sur l'ensemble des sujets, on verra plus tard dans la journée que vous êtes contre la lutte contre le narcotrafic, vous êtes contre nos forces de l'ordre, vous êtes contre la police, contre la gendarmerie. Finalement, vous êtes élus ici pour défendre les intérêts de celles et ceux qui enfreignent la loi, des voyous, des délinquants. Au moins votre ligne idéologique est constante, la nôtre l'est aussi. Nous sommes là au sein du groupe de la droite républicaine pour défendre les honnêtes gens. C'est ce que nous faisons depuis notre élection en juillet 2024. C'est ce que nous continuerons à faire dans les mois à venir. Nous opposer à vous fermement pour assurer la sécurité des honnêtes gens. C'est ce que nous faisons à droite avec Laurent Wauquiez. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Philippe Latombe pour le groupe des démocrates. Monsieur le Président, juste très rapidement pour dire que nous nous opposerons à cette motion de rejet parce que le texte apporte énormément d'avancées, des avancées qui sont attendues par un certain nombre de personnels dans les transports. Je pense notamment aux caméras piétons qui ont été expérimentées et qui ont fait l'objet d'un bilan très positif et qu'il faut absolument que nous puissions pérenniser. Pour dire aussi, mais je le redirai dans la discussion générale, que je partage avec vous le fait que la vidéoprotection à surcouche algorithmique n'avait rien à faire dans ce texte et que vous avez raison aujourd'hui de pointer l'inconstitutionnalité potentielle de cette partie-là. Et je le redirai dans la discussion générale, nous sommes absolument d'accord sur ce point. Mais pour le reste, nous devons absolument voter ce texte, donc nous serons contre cette motion de rejet. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean Moulière pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Dans quel monde vivent les mélenchonistes? Lorsque nous voulons renforcer notre justice pour lutter à armes égales contre le narcotrafic, la France insoumise s'y oppose. Lorsque nous voulons améliorer la sûreté dans les transports, la France insoumise s'y oppose. Alors soit vous vivez dans un monde de bisounours, soit vous voulez mettre le pays à feu et à sang. Votre seul objectif, c'est le chaos. Le chaos pour la République, le chaos pour notre pays, le chaos pour les Français. Vous êtes tellement déconnectés de la réalité que vous ne voyez même plus à quel point vous devenez un repoussoir pour nos concitoyens. Par vos positions dogmatiques et irrationnelles, vous alimentez la montée du Rassemblement national. Vous faites le jeu de l'extrême droite. Mais peut-être est-ce délibéré. Votre guide suprême Mélenchon planifie qu'en cas de second tour face à Le Pen, un arc républicain se formera derrière lui. Mais vous ne réalisez pas que par votre stratégie du chaos, Mélenchon inspire aujourd'hui bien plus de crainte aux Français que Le Pen elle-même. Avec mes collègues du groupe Horizon et Indépendants, nous voterons bien sûr contre cette énième motion de rejet sur un texte qui vise à renforcer la sûreté de celles et ceux qui prennent des transports en commun chaque jour, de celles et ceux qui y travaillent, de celles et ceux qui n'en peuvent plus de l'insécurité. Vous voulez le chaos, nous voulons l'ordre. Merci. La parole est à Yannick Favnek-Beko pour le groupe Lyot. Merci Monsieur le Président. C'est la troisième motion de rejet préalable du groupe LFI en seulement 2 jours. Et notre groupe ne peut que regretter cette volonté d'empêcher notre Assemblée de voter. Je rappelle que chaque année, ce sont quelques 111 000 usagers de nos transports en commun qui sont victimes de violences, d'agressions, de viols, de vols, dont plus de 2500 agressions à caractère sexuel. Face à ce constat, le groupe Lyot estime que la sécurité des voyageuses et des voyageurs dans nos territoires doit être une priorité. Rejeter ce texte enverrait un signal de défiance à l'égard des agents de sécurité, de sûreté qui assurent notre sécurité au quotidien. Cette proposition de loi porte des mesures fortes qui sont attendues sur le terrain. Par conséquent, le groupe Lyot votera contre cette motion. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président. Dans la prise de parole de la France insoumise, je n'ai pas entendu une seule raison valable de voter cette motion de rejet. Pas une seule raison de refuser le débat sur un sujet aussi important. D'accord ou pas d'accord, en fait, que ça vous plaise ou pas, vous allez entendre la voix des victimes par notre intermédiaire. J'en suis désolé par avance. La démocratie, c'est débattre et le totalitarisme, c'est dire « je vous interdis de vous exprimer ». Nous ne voterons évidemment pas cette motion de rejet. Je vous remercie. Merci. Nous allons procéder au scrutin.
Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 232, exprimé 223, majorité 112 pour 51 contre 172. L'Assemblée nationale n'a pas adopté la motion de rejet préalable et donc rejetée. Motion de rejet repoussée par l'Assemblée nationale. L'examen du texte peut donc commencer. Place à la discussion générale. Chacun des orateurs des groupes politiques se succède à la tribune pour donner leur position de vote. Nous en venons à la discussion générale. Monsieur Stéphane Peu, pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, pour 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, cette proposition de loi s'inscrit dans la lignée de plusieurs lois qui, depuis 2016, consacrent le désengagement progressif et continu de l'État en matière de sécurité publique. Cette orientation repose sur la notion de continuum de sécurité développée dans le livre blanc de la sécurité intérieure en 2020. Ce dernier acte explicitement le dessaisissement de la souveraineté étatique en matière de sécurité, affirmant, je le cite, que les forces de sécurité intérieure ne peuvent pas, seules, répondre à l'ensemble des problèmes de sécurité et qu'il convient de donner les moyens à d'autres acteurs de jouer ce rôle en étendant leurs compétences. Pour nous, les choses sont claires. La sécurité est une mission régalienne de l'État et elle doit être assurée en premier lieu par l'État. Dans cette logique, la proposition de loi que nous examinons permet une extension significative des prérogatives des agents des services internes de sécurité des transports. Or, la diversité des objectifs de la proposition de loi, prévention du risque terroriste, lutte contre les incivilités et la fraude, approfondissement de la coordination entre les différents types d'agents, tend à semer, selon nous, la confusion sur les missions de ces agents de sûreté interne des transports, risquant de dénaturer leur rôle. Nous l'avons dit, nous regrettons le choix de ce véhicule législatif qui n'a pas permis d'étayer nos débats par une étude d'impact ni par un avis du Conseil d'État. Ce texte, à la fois dense et complexe, qui comporte des objectifs variés, aurait pourtant mérité une évaluation précise des mesures existantes. Il convient de rappeler que le cadre législatif actuel dote déjà la SUGE et le GSPR de la RATP, la SUGE de la SNCF et le GSPR de la RATP, de compétences particulières, leur accordant une place spécifique par rapport aux autres agents privés au sein du continuum de sécurité. L'extension de leurs prérogatives par ce texte soulève des préoccupations quant à l'évolution de leur mission. Ainsi, cette proposition de loi entraîne un flou et des responsabilités diffuses, tandis que les frontières entre les compétences des agents de sûreté et celles des forces de l'ordre s'atténuent dangereusement. Or, comme le confirme un rapport parlementaire que je présenterai avec mon collègue Martineau demain matin en commission des lois, sur le bilan sécuritaire des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, dans le domaine de la sécurité, le succès de l'événement s'explique par l'ampleur de la mobilisation humaine et un commandement stratégique et opérationnel clair et coordonné. Oui, la présence humaine qui a disparu ou quasiment disparu de nos gares et de nos stations de métro ne pourra pas être remplacée uniquement que par des agents de sécurité. On l'a vu pendant les Jeux olympiques, à quel point la présence accueillante, la présence d'agents pour orienter, pour rassurer, était quelque chose de précieux. Il n'y a rien de plus anxiogène que de venir dans une gare. Je vous invite à venir dans la gare de Saint-Denis, une des plus grandes gares d'Île-de-France. Il n'y a plus un agent derrière les guichets, il n'y a que des automates, il n'y a plus d'agents sur les quais et donc forcément ça crée un climat, on le comprend bien, très anxiogène. Cette réforme
omet donc une question centrale, celle de la dégradation du service public des transports, particulièrement en Île-de-France. Ce point est fondamental pour une réflexion cohérente sur la sécurité, car la logique sécuritaire risque de nous détourner de la véritable sûreté de nos concitoyens. Depuis plusieurs années, les politiques de réduction du personnel de la SNCF et de la RATP fragilisent et menacent le service public des transports. Les retards, les suppressions de trains, de bus, l'allongement du temps d'attente, la promiscuité dans des trains bondés, toutes ces problématiques alimentent les tensions et la violence comme le vivent quotidiennement les usagers des transports en Île-de-France. Offrir des conditions de transport dignes et décentes aux usagers est une priorité. Il s'agit d'une étape pour garantir une mobilité efficace et sûre à nos concitoyens. En conséquence, à la fois pour le flou qu'il entretient entre les missions régaliennes de l'État et les agents de sécurité privée et pour l'absence de mesures qui visent à renforcer la présence humaine dans les transports pour rassurer nos concitoyens, nous voterons contre cette proposition de loi. Je vous remercie. La parole est à Madame Sophie Ricourt-Vaginet pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues, les transports où circulent chaque jour des millions de nos concitoyens doivent être des sanctuaires d'ordre et de tranquillité. Or, depuis trop longtemps, l'insécurité s'y insinue tel un poison lent, gangrénant la confiance des usagers, instillant la peur là où il ne devrait régner que la fluidité du mouvement et la sérénité du voyage. Avec le groupe UDR, nous avons, lors de nos précédents échanges dans cet hémicycle, dressé le tableau inquiétant d'une réalité que trop d'entre nous connaissent. Agressions gratuites, incivilités banalisées, menaces latentes et parfois même l'effroi du terrorisme qui s'invite au détour d'une rame ou d'un quai. Dans le cadre des travaux parlementaires, la commission mixte paritaire a œuvré pour concilier rigueur et équilibre, consolidant un texte qui, nous l'espérons, marquera un tournant dans notre approche sécuritaire des transports. Ce texte que nous nous apprêtons à voter est le fruit d'une volonté partagée, celle de rendre à nos trains, nos métros, nos bus, nos tramways leur mission première, celle de relier et non de diviser, de servir et non d'exposer. Il renforce les moyens des forces de l'ordre et des agents de sécurité, leur offrant enfin les outils nécessaires pour prévenir plutôt que subir. L'intervention des pouvoirs de vidéoprotection, la facilitation des interdictions administratives de transport pour les individus menaçant l'ordre public, ou encore l'alourdissement des sanctions pour les violences commises à l'encontre du personnel et des passagers sont autant de leviers indispensables. Ce texte apporte également une réponse ferme aux délinquants qui, à l'ombre des failles législatives, faisaient des transports un terrain d'impunité. En durcissant les sanctions, nous envoyons un message clair. La République ne tolérera plus que la peur devienne la compagne de voyage de nos concitoyens. Mais permettez-moi de poser ici une mise en garde. La loi, si bien pensée soit-elle, n'est rien sans une application rigoureuse et une volonté politique constante. Notre responsabilité ne s'achèvera donc pas avec ce vote. Nous devrons veiller avec la plus grande vigilance à ce que les dispositions ne demeurent pas lettre morte et à ce que les moyens alloués soient à la hauteur des ambitions affichées. Au-delà des mesures concrètes de protection, cette proposition de loi apporte des avancées judiciaires notables qui méritent d'être soulignées. D'abord, l'extension des compétences des agents de sécurité ferroviaire et des policiers municipaux dans les périmètres des gares et des transports collectifs, une avancée qui répond à une demande de terrain trop longtemps négligée. En renforçant le cadre d'intervention, nous leur donnons les moyens légaux d'agir avec efficacité sans être entravés par des contraintes procédurales dépassées. Ensuite, la simplification des procédures judiciaires pour les auteurs de violences dans les transports est une réponse essentielle à l'impunité. Trop souvent, la lenteur de la justice a constitué un frein à l'application rapide des sanctions. Avec cette réforme, nous donnons aux magistrats et aux forces de l'ordre des outils pour que la répression soit à la fois rapide et dissuasive.
Toutes ces évolutions montrent que nous ne sommes pas simplement dans une démarche répressive, contrairement à ce que veut nous faire croire la gauche de cet hémicycle, mais bien dans une refonte globale du cadre juridique encadrant la sécurité des transports. C'est donc un travail de fond qui a été effectué, un travail de législateur au service des Français. Chers collègues, notre mission est celle du garant de l'ordre républicain. En adoptant ce texte, nous ne votons pas seulement une loi, nous restaurons une promesse, celle d'un État qui protège ses citoyens jusque dans le moindre compartiment d'un train de nuit ou l'ultime rame d'un métro tardif. Avec le groupe UDR, nous voterons donc en faveur de cette loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Brian Masson pour le groupe Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues. La sûreté dans les transports est une préoccupation majeure pour nos concitoyens. Chaque jour, des millions de Français empruntent les trains, les métros, les bus et trop souvent, ils sont confrontés à l'insécurité. Vols, agressions, trafic en tout genre. La réalité est alarmante et exige des réponses fortes. Pour mesurer l'ampleur du problème, il est important de se pencher sur les chiffres de la délinquance dans les transports en commun. En 2023, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 120 000 victimes de vols et de violences dans ces réseaux. Les vols sans violence constituent l'atteinte la plus caractéristique de la délinquance, enregistrée dans les transports en commun, représentant 77% des victimes de vols et de violences dans ces environnements. Concernant la part des étrangers dans la délinquance, les données indiquent que 93% des personnes mises en cause pour des vols sans violence dans les transports en commun en Île-de-France sont de nationalité étrangère, tandis que cette proportion est de 66% pour les vols avec violence. C'est sans parler des agressions sexuelles en Île-de-France, puisque 63% des agressions sexuelles dans les transports publics sont le fait d'étrangers. Ces chiffres révèlent une surreprésentation des étrangers parmi les auteurs d'actes de délinquance dans les transports en commun et particulièrement en région Île-de-France. Vous conviendrez donc que sans traiter sérieusement la question de l'immigration dans notre pays, nous n'apporterons en matière de sécurité que des réponses superficielles. Le groupe Rassemblement national déplore l'absence de volonté politique afin de régler cette problématique, mais nous ne désespérons pas de pouvoir mettre en place très prochainement nos mesures en la matière. Ceci étant dit, le texte issu de la commission mixte paritaire demeure une avancée importante. Il répond à une urgence sécuritaire que le Rassemblement national n'a cessé de dénoncer. Nous saluons ainsi plusieurs mesures qui vont dans le bon sens. D'abord, le renforcement des pouvoirs des agents de sûreté. Il est essentiel que les agents de la SNCF et de la RATP puissent mieux lutter contre la délinquance. Leur donner des prérogatives élargies pour contrôler, interpeller et signaler les individus dangereux est une nécessité. Dans un contexte de menaces terroristes persistantes, ces mesures sont indispensables pour sécuriser les Français. Il est aussi important, et cela a été pris en compte, de donner aux agents de la police municipale la possibilité d'intervenir dans les gares et dans les trains. Nos policiers municipaux, n'en déplaise à l'extrême gauche, sont très compétents et du fait qu'ils sont très souvent primo-intervenants, ils doivent pouvoir sécuriser nos espaces de transport. Ce texte marque un progrès significatif dans la lutte contre l'insécurité dans nos transports publics, à l'heure où beaucoup renoncent à les utiliser par peur d'être agressés. Avant de conclure, pour vous livrer un peu plus d'arguments et étayer les éléments qui fondent la position de mon groupe sur ce vote, permettez-moi de vous donner quelques données complémentaires. Sachez, chers collègues, que les 22 métropoles françaises, qui regroupent environ 30% de la population, enregistrent à elles seules 80% des victimes de vols et de violences dans les transports en commun, avec plus de la moitié concentrée dans la métropole du Grand Paris, qui constitue le chef-lieu, si j'ose dire, de la délinquance dans les transports. La presse s'est fait écho de ce classement des villes avec les transports les plus dangereux, qui se composent de la manière suivante. Paris, en pole position, comme je l'ai dit, puis Saint-Denis, Lyon, Montpellier, Grenoble, Bordeaux, Nantes et Lille. Vous souhaitez sûrement connaître le dénominateur commun de toutes ces villes. Eh bien, chers collègues, je vous le donne en 1000, elles sont toutes dirigées par des maires du Nouveau Front Populaire. Quelle coïncidence et quel hasard! Alors, parce qu'il semble désormais prouvé
par A plus B qu'il faut faire l'exact inverse de ce que fait le nouveau Front populaire, le groupe Rassemblement national votera en faveur de ce texte. La sécurité des Français doit primer sur toute autre considération. Nous resterons vigilants quant à l'application de ces mesures et nous continuerons de nous battre pour un véritable sursaut sécuritaire dans nos transports. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Laure Miller pour le groupe Ensemble pour la République. Pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues. La sécurité dans les transports est un sujet sérieux. Ce sont des millions d'utilisateurs chaque jour. Par ailleurs, État comme collectivité territoriale, notre responsabilité partagée est de développer et d'investir dans les transports publics collectifs pour opérer la nécessaire transition écologique de notre pays. Mais comment faire pour que les Français se tournent davantage vers les transports en commun que vers leur voiture si l'organisation de ces transports n'est pas optimale d'une part et si la sécurité n'y est pas garantie d'autre part ? S'agissant de l'organisation et du développement des transports en commun, les élus locaux en sont les fers de lance. Je ne résiste pas à vous citer les grandes évolutions chez moi, à Reims, avec désormais et depuis quelques mois un réseau de transport qui couvre chacune des 143 communes de la communauté urbaine du Grand Reims et des bus à haut niveau de service qui arriveront d'ici peu dans la ville de Reims. À Reims comme ailleurs, ces évolutions bienvenues sont le fruit d'un engagement et d'un travail rigoureux des élus locaux pour mettre en place une mobilité partagée accessible, multimodale et adaptée à toutes les spécificités du territoire. Mais alors que près d'un Français sur deux ne se sent pas en confiance dans les transports, la question de la sécurité doit impérativement être résolue par les opérateurs et par les services de l'État si l'on veut que chaque Français puisse les emprunter sereinement. C'est le sens du texte que nous nous apprêtons à définitivement adopter dans quelques instants, après près d'une année de travail, de discussion et d'aléas politiques. En effet, si les chiffres de la délinquance dans les transports diminuent, la gravité des actes, elle, augmente. Pour la seule année 2023, nous recensons 90 800 victimes de vols sans violence, 6 400 victimes de vols avec violence, 7 600 victimes de coups et blessures volontaires, 2 400 victimes de violences sexuelles et plus de 4 000 personnes dépositaires de l'autorité publique victimes d'outrages et de violences. Par ailleurs, les femmes, tout particulièrement, peuvent s'y sentir menacées. En France, 87% des usagères des transports en commun déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement sexiste, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. En outre, chaque jour, les opérateurs de transport sont confrontés à des formes d'incivilité volontaire ou involontaire qui viennent perturber le fonctionnement de nos transports. Cette situation, elle implique que nous agissions davantage. C'est tout l'objectif poursuivi par cette proposition de loi qui est le fruit du travail du sénateur Philippe Tabarot, aujourd'hui ministre des Transports, et qui est de renforcer les prérogatives de nos opérateurs et de leurs agents pour toujours mieux assurer la sécurité et le bon fonctionnement de nos transports. Après l'adoption au Sénat de cette proposition de loi, c'est avec sérieux que nous avons poursuivi ici les travaux entamés par les sénateurs et que nous avons adopté ce texte courant février en commission et en hémicycle en juillet grâce au travail du rapporteur Guillaume Gouffier-Valente, que je salue. Ainsi, c'est l'accord de nos deux chambres réunies en commission mixte paritaire que nous nous apprêtons à voter. Mon groupe Ensemble pour la République votera ce texte parce qu'il sauvegarde entièrement les 3 grands axes de cette proposition de loi. Le premier axe concerne plusieurs dispositifs de nature régalienne qui visent à adapter les règles d'intervention des agents de sûreté de la sûreté ferroviaire et du groupe de protection et de sécurité des réseaux. Au regard de l'évolution des comportements auxquels ces agents sont confrontés, ces mesures sont nécessaires. Nous rendons ainsi, entre autres, les palpations possibles sans autorisation préalable du préfet, la saisie d'objets dangereux et la poursuite sur la voie publique. Le texte renforce le continuum de sécurité avec les services internes, la police municipale et les agents de sécurité privés. Le deuxième axe a pour objectif de clarifier le recours à l'utilisation de plusieurs nouvelles technologies afin de garantir la sécurité des agents, des opérateurs et des usagers. Cette partie constitue un pas en avant déterminant dans l'utilisation des outils numériques pour assurer la sécurité dans les transports en commun. Nous félicitons ainsi notamment de la pérennisation attendue du recours aux caméras piétons pour les agents de contrôle et la création d'une expérimentation pour les conducteurs d'autobus et d'autocars. Nous saluons également l'accord trouvé sur la mise en place d'une expérimentation permettant le déploiement des alarmes discrètes dans l'habitacle des conducteurs de bus.
Le troisième axe vient déployer plusieurs dispositifs nécessaires à l'amélioration du fonctionnement du service de transport délivré et sa continuité. Ces nouvelles dispositions nous permettront demain de mieux lutter contre les incivilités du quotidien, source de tensions et d'insécurité dans les transports, contre le phénomène d'abandon de bagages qui perturbe de manière régulière le fonctionnement des services, contre la fraude tarifaire qui représente plusieurs centaines de millions d'euros de pertes budgétaires pour les opérateurs de transport et contre les agressions sexuelles et sexistes également. Mes chers collègues, cette proposition de loi présente des mesures concrètes et pragmatiques pour améliorer le fonctionnement et la sûreté de nos transports publics. Les Français nous regardent et pour améliorer la sécurité de nos concitoyens dans les transports, nous avons une obligation de résultat. Ce texte est important. Nous espérons que l'accord trouvé en CMP saura rassembler notre Assemblée. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Béranger Cernon pour le groupe La France Insoumise NFP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président, collègues, depuis près d'un an, le gouvernement et ses alliés s'acharnent à nous imposer ce projet de loi sécuritaire. Et depuis près d'un an, c'est toujours la même partition, celle du contrôle et de la surveillance. Monsieur le Ministre, vous semblez ignorer que les transports en commun sont bien plus qu'un simple mode de déplacement. Ils participent à la promesse d'égalité, celle d'un maillage territorial équilibré, d'une véritable transition écologique, d'une alternative crédible à la route, mais aussi de permettre à chacun d'user de sa liberté d'aller et venir. Or, aujourd'hui, un Français sur 5 peine à y accéder. Et plutôt que de répondre à cette urgence sociale, plutôt que d'investir dans des infrastructures modernes et des personnels formés, vous choisissez l'illusion sécuritaire. Vous prétendez garantir la sûreté des transports sans le moindre budget supplémentaire. Quelle imposture! Ce texte est le digne héritier de la loi sécurité globale. Il ne parle ni d'investissement, ni de recrutement, ni de formation, ni de l'abandon des tutines. Il ne parle pas de service public, il parle de contrôle et de sanctions. Votre projet ne vise pas à protéger, il vise à surveiller, à contrôler et à ficher. Soyons clairs, ce n'est pas un prétendu laxisme qui dégrade la sûreté dans nos transports. C'est bel et bien votre abandon du ferroviaire par un sous-investissement chronique, le renoncement aux causes communes. Oui, depuis trop longtemps, vous avez abandonné la question des mobilités sûres et accessibles. Et aujourd'hui, plutôt que d'assumer vos responsabilités, vous brandissez l'épouvantail sécuritaire. Il est tellement plus simple de parler d'ordre que d'égalité, tellement plus simple de multiplier les caméras que d'ouvrir des guichets, tellement plus simple d'instaurer la peur que de garantir le service public. Mais nous ne sommes pas dupes. Avec ce texte, le gouvernement franchit un nouveau cap dans la surveillance des citoyens, étendant le contrôle algorithmique à tous les transports. Caméras, enregistrements, nos faits et gestes scrutés en permanence au mépris de nos libertés. Plutôt que de s'attaquer aux vraies causes de l'insécurité, vous choisissez la dérive autoritaire. Ces fausses solutions ne rétabliront ni la confiance, ni la sûreté, mais creuseront encore le fossé entre vous et les citoyens. Vous aurez beau mettre tous les algorithmes que vous voudrez des caméras, cela ne remplacera jamais la présence humaine des agents pour limiter ce type de comportement. La sûreté des transports publics repose aujourd'hui sur des savoir-faire historiques portés par la SNCF et la RATP. Depuis des décennies, la SUGE et le GPSR assurent la sécurité des voyageurs avec un cadre d'intervention précis, fondé sur une connaissance très fine des problématiques propres aux transports en commun. Or, avec cette loi, nous assistons à un bouleversement profond et dangereux. L'extension des pouvoirs des agents de sécurité privés vers des compétences relevant de la police constitue une réelle rupture de régime. Confier ces missions à des entreprises privées, c'est prendre le risque d'un service hétérogène, sans les garanties d'un contrôle public, mais aussi d'asseoir une logique de rentabilité qui est totalement à rebours de la logique du service rendu aux usagers. Vous donnez à des agents privés le pouvoir de décider qui peut ou non monter dans un train, d'expulser un usager sur simple injonction, sans contrôle ni cadre clair. Ces décisions seraient désormais confiées à des employés formés à la va-vite, aux prérogatives floues dont les critères d'habilitation seront décidés plus tard par décret. C'est l'improvisation totale. Et que penser de votre refus de former les agents de la sûreté à ces nouvelles tâches lorsque tous appellent à une augmentation de leurs effectifs? Vous bradez une mission régalienne sans même en mesurer les conséquences. Être agent de sûreté dans les transports, ça ne s'improvise pas. Progressivement, tous les garde-fous qui prémunissent les citoyens des abus répressifs sont piétinés. Pourtant, la question de la sûreté dans les transports est intrinsèquement liée à la qualité de service. Les usagers subissent suppression de trains, bus, métro, retards et gares désertées. Cette dégradation du service alimente frustration et tension. Ajoutez à cela une politique de déshumanisation totale des transports avec des gares, stations sans agents, des trains sans personnel à bord, des bus vétustes. Cette dégradation de la qualité du service
Le stress d'arriver en retard à son travail, à son rendez-vous, de ne pouvoir récupérer son enfant à l'heure. Oui, c'est avant tout cela la cause première des tensions et crispations au sein des transports, car les usagers n'en peuvent plus de voir leur service public s'effondrer. La priorité, ce n'est pas de massifier l'usage des caméras, déjà lourdement présentes, ni d'augmenter les dispositifs répressifs ou de faire de la surenchère pénale. La priorité absolue, c'est de remettre nos services publics sur de bons rails, avec une qualité de service digne pour les usagers et pour les agents, avec notamment une loi de programmation pluriannuelle. Nous voterons donc contre cette proposition de loi. Ne vous y trompez pas, chers collègues, l'adversaire d'une vraie liberté, c'est le désir excessif de sécurité. Si vous voulez remettre de la sûreté dans les transports, la solution est simple. Remettez de l'humain au cœur de nos services publics. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roger Vicot pour le groupe socialiste et apparenté. 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Quelques mots sur ce texte. Je le disais tout à l'heure que nous examinons quasiment pour la 4e fois, puisqu'il est arrivé pour la première fois avant la dissolution, puis nous l'avons examiné juste avant la censure du Premier ministre Barnier, puis une dernière fois et enfin en commission mixte paritaire. Un texte dont on nous dit qu'il était, avant l'été dernier, totalement indispensable pour que se déroulent dans de bonnes conditions les Jeux olympiques et paralympiques, avec une thématique transport majeure pour les Jeux olympiques, bien entendu. Et comme vous l'avez constaté, sans le vote de ce texte, les Jeux olympiques et paralympiques se sont parfaitement déroulés en matière de sécurité dans les transports en commun. Le titre de ce texte, renforcement de la sûreté dans les transports, est, je dirais, assez banal pour sembler pouvoir recueillir spontanément l'adhésion de tous. Et bien entendu que nous sommes pour améliorer la sécurité dans les transports, la coordination de l'ensemble des forces de sécurité, sous réserve que les compétences de chacun soient claires et que les formations de l'ensemble des personnels concernés y soient adossés. Or, ça n'est pas le cas et le diable se cache dans les détails de ce texte. Je le disais, c'est un texte qui, globalement, est lourdement chargé de flou, de rédaction un peu hasardeuse et de formulations qui ouvrent un champ très large pour des compétences élargies aux agents de la SUGE et de la RATP. Des agents qui, je le rappelle, ne sont pas des policiers, ne sont pas assermentés et bénéficient d'une formation de 4 mois seulement. Je vous parlais des formulations un peu floues, un peu hasardeuses et qui laissent un champ d'appréciation et de subjectivité extrêmement large. Je reprends cette phrase que j'ai eu l'occasion de développer à plusieurs reprises. Ces agents pourraient désormais palper les personnes qui sont dans les transports en commun simplement dans les cas où des éléments objectifs indiquent qu'une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. Ce texte est bourré de formulations sur le modèle de celle-ci qui laisse, je le disais, un champ d'appréciation beaucoup trop large et ce sont cette subjectivité d'appréciation qui, à notre sens, n'est pas acceptable. Nous avons proposé lors des différents examens un certain nombre d'amendements. Nous avons notamment obtenu la suppression du dispositif qui était initialement prévu à l'article 9 qui prévoyait un recours à des traitements algorithmiques pour sélectionner, exporter des extraits d'enregistrement vidéo en cas de procédure judiciaire qui manquait singulièrement, là aussi, de garde-fous. Néanmoins, nous nous inquiétons du flou juridique qui est maintenu, de certaines notions, du manque d'encadrement des technologies utilisées et de la disproportion d'un certain nombre de sanctions qui sont créées à travers ce texte. Ce sont plusieurs points problématiques. Nous nous inquiétons de ce qui semble néanmoins être un appétit de répression de ce texte. De nouvelles peines d'entrée en gare, c'est l'article 3, elles aussi extrêmement larges. La possibilité pour les opérateurs de mettre en place des systèmes de captation de son dans les véhicules de transport, c'est l'article 11. De très larges, là aussi, de très larges, trop larges probablement, critères d'appréciation. Et puis,
la compétence élargie des agents de la SUGE et de la RATP nous semble être finalement une première pierre qui en appelle d'autres et qui ouvre à travers l'article 2 probablement la possibilité aux salariés d'entreprises privées de surveillance et de gardiennage, la possibilité d'effectuer des injonctions de descendre des trains, des interdictions d'accès aux trains, ainsi que des injonctions de sortir des emprises. La loi, là aussi, reste floue, puisque sur la formation de ces personnels, elle renvoie à un décret qui sera pris en Conseil d'État et qui concernera les modalités de formation et d'autorisation de ces agents. Ces dispositifs présentent le risque de compétences accrues pour des personnels, je le redis, peu formés, trop peu formés pour les missions que vous souhaitez leur confier. Ce texte est donc en définitive trop flou, trop imprécis, alors qu'il traite finalement, et on l'a souligné assez peu, alors qu'il traite de la liberté d'aller et venir de tous et chacun dans les transports en commun. Pour cette raison, nous voterons contre ce texte. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Yann Boucard pour le groupe Droite républicaine. Il essaye en tout cas. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la sécurité dans les transports en commun est un enjeu majeur pour nos concitoyens. Chaque jour, des millions de Français prennent le train, le métro, le bus et malheureusement, l'insécurité y progresse de façon inquiétante. En 2023, ce sont plus de 111 000 victimes de vols et de violences qui ont été recensées dans nos transports, dont près de 7 620 agressions physiques et 2 407 agressions à caractère sexuel. Ces chiffres sont plus qu'alarmants et imposent une réponse ferme et déterminée de la part du législateur. C'est précisément l'objectif de cette proposition de loi déposée par le ministre Philippe Tabarot lorsqu'il était encore sénateur des Alpes-Maritimes. Évidemment, notre groupe de la droite républicaine soutient pleinement cette proposition de loi. Ce texte vise à renforcer les prérogatives des agents de sûreté interne de la SNCF et de la RATP, à améliorer la coopération entre les différents acteurs du continuum de sécurité et à moderniser l'arsenal pénal pour mieux sanctionner les délinquants qui sévissent dans le transport. Grâce au texte issu de la CMP, les agents de sécurité disposeront enfin de moyens plus adaptés. Ils pourront procéder à des palpations de sécurité et auront de nouvelles facultés en matière d'interdiction d'entrer dans les gares. Ils auront également la possibilité de saisir des objets dangereux avec des garanties juridiques renforcées pour assurer la constitutionnalité de cette mesure. Par ailleurs, ce texte introduit des avancées essentielles, comme la pérennisation du port des caméras piétons par les agents de contrôle, l'expérimentation de caméras pour les conducteurs. Seront également expérimentés le recours aux caméras embarquées dans les bus scolaires et dans les tramways à Mayotte, qui, vous le savez, sont la cible d'attaques récurrentes, ainsi qu'une possibilité de captation du son dans les véhicules pour le seul traitement des incidents. La prolongation de l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique jusqu'au 1er mars 2027 est également une mesure importante, bien que controversée. En somme, le groupe de la droite républicaine estime qu'il était temps de donner des droits aux agents de sûreté, car il n'est pas possible de leur demander d'assurer la sécurité des utilisateurs des transports en commun sans leur en donner les moyens nécessaires. Certains ont critiqué ce texte au nom de prétendues atteintes aux libertés individuelles, mais soyons clairs, protéger les usagers, c'est justement garantir leur liberté d'aller et venir en toute sécurité. Le droit à la sûreté est fondamental, il est du devoir de l'État de le garantir et il est de notre devoir de le renforcer. Cependant, avec le groupe de la droite républicaine, nous regrettons que certaines dispositions aient été supprimées au moment de l'examen en CMP. Nous pensons notamment à celles qui permettaient aux agents de la SUGE et du GPSR de faire usage de leur arme en cas de périple meurtrier. De la même manière, la possibilité pour les agents de la SUGE et du GPSR d'intervenir sur la voie publique sans autorisation du préfet en cas d'urgence a été supprimée, bien qu'elle aurait été utile pour appréhender des contrevenants ayant commis une infraction au sein des emprises ayant réussi à fuir les agents des services de sécurité jusqu'à trouver refuge, entre guillemets, sur la voie publique. Pour autant, ce texte qui a été élaboré en concertation avec les professionnels du secteur apporte des solutions concrètes et équilibrées et s'inscrit dans une volonté claire, celle de restaurer l'autorité et d'assurer la sécurité de tous nos concitoyens. J'ajoute que nous avons, je crois, collectivement particulièrement bien travaillé lors de l'examen en séance publique de ce texte et que nous l'avons considérablement enrichi pour mieux assurer la sécurité dans les transports. Et je voudrais remercier l'ensemble des groupes d'ailleurs qui ont soutenu les amendements que nous portions au nom de la droite républicaine, car nous avons pu amender considérablement ce texte et le renforcer considérablement par rapport à ce qu'il était lorsqu'il est arrivé dans cet hémicycle. Mes chers collègues, comme vous pouvez le constater, la droite républicaine est pleinement mobilisée sur ces enjeux. Nous avons soutenu ce texte tout au long de son parcours législatif et nous voterons bien évidemment en faveur de cette proposition de loi. Et nous appelons tous les parlementaires soucieux de la sécurité des Français à se rallier à cette démarche. Je vous remercie.
Je vous remercie. La parole est à Madame Sandra Regol pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Comme souvent, ce texte nous est présenté comme une réponse à des faits divers, comme si notre devoir de législateurs et législatrices n'était pas de protéger la population en anticipant, n'était pas de prendre de la hauteur sur les faits, n'était pas de penser à ce qu'il pourrait advenir avant que les faits n'adviennent, mais juste en réaction à certains éditos de certains médias ou certains sondages. C'est là une vision, vous le reconnaîtrez, mes chers collègues, bien pauvre et étriquée de notre mission parlementaire. La question des transports en commun concerne et englobe de multiples enjeux. L'économie, la cohésion des territoires ou l'environnement, bien évidemment. Il convient de consacrer à ces transports les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Et si je regarde le budget, on en est encore loin. Et à la sécurité de ses usagers, c'est censé être l'objet de ce texte. Mais la sécurité dans les transports, ce sont d'abord et avant tout des flux maîtrisés, des gares qui ne sont pas submergées et ne mettent pas en danger leurs usagers. Des trains et des métros ou des bus où les voyageurs puissent respirer et ne soient pas écrasés comme des sardines dans une canette, des mouvements de foule évités. Des métros, des trains et des bus qui soient accessibles intégralement à toutes et tous et pas uniquement aux personnes valides. Bref, des transports en commun. Ce sont ces éléments-là qui permettent de construire des transports du quotidien adaptés, inclusifs, attractifs. Ce sont ces éléments-là qui permettent de susciter un véritable report modal vers le train. C'était l'argument du ministre Tabarot la dernière fois, essentiel pour assurer une transition écologique, inclusive et positive. Mais de cette vision des transports pour toutes et tous, il n'est pas question dans ce texte donc. La demande de sécurité émanant des usagers et des personnels des transports est légitime. C'est même une urgence. Nous la soutenons, je pense, toutes et tous sur ces bancs. Mais ce texte issu de la CMP est effectivement moins pire que la version originale. Il est bien plus cohérent qu'il ne l'était à l'origine, mais ce n'est pas très compliqué, me permettrez-vous, vu le peu de cohérence qu'il avait à l'origine. Il reste toutefois, et malgré ces avancées, des obsessions sécuritaires qui n'ont rien à voir avec une amélioration effective de la sécurité des usagères et des usagers, et c'est bien là où le bât blesse, alors que nous soutenons plusieurs aspects de ce texte, des éléments trop problématiques persistent. Nos collègues du Sénat, d'ailleurs, vous l'ont déjà dit, en premier lieu, mon collègue alsacien Jacques Fernic, l'absence d'études d'impact lors des travaux en commission est problématique et signifiante. Aucune mesure d'évaluation des mesures existantes n'ayant été faite au préalable, on avance un peu à l'aveugle et ce texte propose toujours nombre de dispositifs qui, en fait, sont déjà pratiqués dans les faits. Ce texte négligencie les aspects de prévention, de dissuasion et, au passage, instille le flou sur le périmètre des missions régaliennes de l'État en matière de sécurité, allant même jusqu'à les diluer dans des missions conférées au secteur privé. On va bien loin dans la confusion. Il renforce en revanche des sanctions pour des infractions mineures, diluant la nécessaire progressivité des peines qui fondent un peu notre droit et renforce la surveillance généralisée d'une population qui n'a pourtant rien à se reprocher, prétendant le faire pour leur sécurité, sans qu'aucune étude, là encore, ne vienne objectiver les faits et pour cause. Pourtant, sur ce texte, le groupe écologiste et social a eu tout au long des débats, fort longs, vous l'avez rappelé, une attitude de responsabilité et a tenté de faire en sorte qu'on avance ensemble. Nous avons ainsi soutenu, par exemple, la demande des conducteurs de bus qui veulent disposer de moyens d'alerte par captation sonore pour assurer leur sécurité. Ou encore, nous ne sommes pas opposés à la captation par caméra piéton, puisqu'à Lyon, où elle est expérimentée, on observe une baisse de près de 30% des arrêts de travail depuis qu'elles sont expérimentées. Nous proposions même à l'occasion, pour aller plus loin, de compléter le dispositif en expérimentant la mise en place d'un récépissé dans le cadre des contrôles. Ça permettait de trouver un point d'équilibre au texte et d'envoyer un signal important pour montrer qu'il ne s'agissait pas que d'affichage. Mais nous continuons à dénoncer l'introduction cavalière de la vidéosurveillance algorithmique, en tout cas de l'extension de son expérimentation, alors que le rapport, en tout cas, le rapport dessus ne dit absolument pas qu'il s'agit d'une nécessité, que le Conseil constitutionnel a déjà recadré tout ça. Vous continuez à vouloir passer en force au détriment de la logique parlementaire, au détriment du dialogue, j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Idem, le gouvernement a choisi d'ajouter en catimini au dernier moment un amendement dont le but est d'assurer la prolongation sans éclairer le vote. Bref. Nous refusons toujours également la dérive des moyens de l'État vers le privé et sommes attentifs aux alertes des syndicats, notamment sur l'article 2 bis.
Reste enfin, même si une bonne part a été gommée, que reste l'acharnement sur les plus faibles. Nous avons donc tout fait pour passer d'une proposition de loi de communication à un véritable texte d'action. Et je remercie d'ailleurs le rapporteur pour son travail en ce sens. Mais toutes les mains tendues ont été refusées. Dont acte, le groupe écologiste et social ne votera pas en faveur de cette proposition de loi. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Latombe pour le groupe Les Démocrates. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La sûreté est un enjeu majeur pour nos transports en commun. Avec plus de 100 000 victimes de vols et de violences dans les transports en 2023, nous sommes face à un véritable problème de sécurité publique qu'il nous faut appréhender avec pragmatisme et efficacité. Alors que les contrevenants adoptent des comportements de plus en plus dangereux, nous devons apporter des réponses proportionnées aux menaces en veillant au respect des libertés publiques. Le sentiment d'insécurité ne doit plus être un frein à l'usage des transports en commun par nos concitoyens, en particulier les plus vulnérables d'entre eux. C'est pourquoi nous avons travaillé à réformer le cadre juridique d'intervention des agents de la sûreté dans les transports, car sans doute est-il aujourd'hui inadapté ou trop contraignant. Il n'est pas acceptable que les agents de la SUGE ou du GPSR, qui bénéficient d'une formation exigeante et continue, soient dans l'incapacité juridique d'intervenir quand ils constatent des infractions. Cette PPL que nous nous apprêtons à voter nous donne donc les moyens d'aider ces agents dans leur travail en comblant les lacunes de la législation pénale. Elle doit nous permettre de renforcer le continuum de sécurité et d'assurer la bonne coopération entre les différents acteurs de la sécurité. Elle appréhende la sûreté dans les transports sous ses multiples facettes, en renforçant le pouvoir des agents, en durcissant la réponse pénale, en sécurisant le recrutement des agents des transports et en intensifiant la lutte contre la fraude dans les transports. L'extension des prérogatives des agents de sûreté en matière de palpation et de saisie, la possibilité de faire usage des caméras piétons pour les agents de contrôle ou les conducteurs de bus, ou encore la possibilité d'interdire aux individus qui troublent l'ordre public ou qui refusent de se soumettre à l'inspection de leurs bagages d'entrer en gare. Tous ces dispositifs vont renforcer les moyens juridiques, administratifs et opérationnels des agents de sûreté et leur permettre d'assurer au mieux leur mission de sécurisation de nos transports. Nous souhaitons toutefois exprimer quelques réserves quant à la prolongation de l'expérimentation mise en œuvre à l'occasion des JO pour le traitement algorithmique des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de drones. Cette expérimentation est bien plus large que les transports qui nous occupent aujourd'hui et la prolonger via cette proposition de loi visant à renforcer la sûreté dans les transports, sans avis du Conseil d'État, ne nous semble pas adaptée. Nous regrettons que la prolongation de l'expérimentation ne tienne pas compte du bilan, pour le moins contrasté, dressé par le rapport d'évaluation de Christian Vigourou. Nous savons que la présence des forces de l'ordre sur le terrain a finalement rendu la vidéosurveillance à surcouche algorithmique moins utile qu'escompté pendant les JO. Le rapport montre également que sur les 8 types de situations inhabituelles censées pouvoir être détectées, les résultats sont incertains pour 5 d'entre elles. C'est notamment le cas pour la détection d'objets abandonnés, qui présentent pourtant un intérêt particulier pour les services de sécurité dans les transports. Cet article risque de ne pas franchir la barrière constitutionnelle et donc d'être invalidé par le Conseil constitutionnel. Je ferai donc, à titre personnel, une contribution volontaire auprès du Conseil à l'occasion de la saisine à venir. Nous sommes néanmoins satisfaits des équilibres trouvés avec les différents groupes de l'Assemblée et du Sénat. Nous tenons à saluer le travail du gouvernement, Monsieur le Ministre, ainsi que ceux des rapporteurs de l'Assemblée, Clément Beaune puis Guillaume Gouffier-Valente, qui ont contribué à améliorer ce texte important. Notre groupe votera donc pour ce texte qui est attendu par nos concitoyens. Je vous remercie. Je vous remercie. Avant de donner la parole aux deux derniers orateurs inscrits, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public sur la proposition de loi telle qu'elle résulte du texte de la commission mixte paritaire. Je fais d'ores et déjà annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et la parole est à Monsieur Jean Moulière pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le groupe Horizon et Indépendants adhère pleinement à l'objectif poursuivi par cette proposition de loi. Renforcer la sécurité des usagers et des agents des transports publics face aux incivilités, à la délinquance et aux menaces terroristes. Je souhaite ici saluer l'engagement du ministre des Transports et du rapporteur pour améliorer cette sûreté dans les transports en commun. Certes, les chiffres officiels font état d'une baisse du nombre de vols et de violences dans les transports en commun. Pourtant, la réalité demeure inacceptable. En 2023, 120 000 personnes en ont été victimes. Plus encore, ce sont les femmes
qui restent les premières cibles de ces violences, représentant 56% des vols avec ou sans violence et plus de 95% des violences sexuelles. Il était donc essentiel de légiférer pour garantir la sécurité de tous dans les transports et inscrire durablement la baisse des violences observées. Ne pas agir serait non seulement injuste pour les victimes, mais aussi dangereux et naïf, car nul ne peut nier la réalité de la situation dans les transports. Il est de notre responsabilité de garantir à tous les citoyens des transports sûrs et apaisés. Nous saluons à ce titre l'engagement quotidien des agents des entreprises de transport qui font face à une montée préoccupante de l'agressivité de certains usagers. Dans un premier temps, il nous faut renforcer les moyens d'action des forces de sécurité. Il est indispensable d'adapter notre dispositif de sûreté aux menaces actuelles. Cela passe par un renforcement des prérogatives de la SUGE et du GPSR. Assouplir les conditions de palpation de sécurité, leur permettre d'intervenir aux abords des gares et stations sous certaines conditions et restreindre l'accès à certaines personnes représentant un risque pour la sécurité des voyageurs. Autoriser les agents de la SUGE à porter un pistolet à impulsion électrique afin de pouvoir apporter une réponse intermédiaire en cas d'agression va également dans le bon sens. Le rôle des polices municipales doit aussi être consolidé. Nous soutenons leur accès aux véhicules et espaces de transport lorsqu'une convention est conclue avec l'exploitant du service public. Enfin, il nous faut mettre la technologie au service de cette sûreté. L'efficacité des caméras piétons n'est plus à démontrer, tant en matière de dissuasion que de recueil de preuves. Leur pérennisation pour les contrôleurs apparaît comme une mesure de bon sens. Le texte issu de la commission mixte paritaire traduit ces impératifs avec justesse. C'est pourquoi le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Et enfin, Monsieur Favenec-Becco, pour le groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors que chaque année, plus de 111 000 usagers des transports en commun sont victimes de violences, d'agressions ou de vols, un renforcement de la sécurité et de la protection de chacun dans nos transports publics s'impose. En France, 9 personnes sur 10 se sont déjà senties en insécurité dans les transports publics. Plus grave encore, ce sentiment est partagé par 97% de jeunes femmes. C'est pourquoi notre groupe rejoint les constats des auteurs de la proposition de loi. Le sentiment d'insécurité dans les transports en commun est en progression. Le texte porte une série de mesures qui permettra de renforcer la sécurité des passagers et des conducteurs et de lutter plus efficacement contre la délinquance dans les transports. Ainsi, nous soutenons les deux objectifs de cette proposition de loi qui visent d'une part à renforcer les prérogatives des agents des services internes de sûreté de la SNCF et de la RATP pour assurer une réponse immédiate et efficace face aux risques de troubles à l'ordre public et d'autre part à améliorer l'effectivité de la réponse pénale face à la hausse des infractions dans les transports. Si notre groupe est favorable à ce renforcement de la sécurité pour autant, nous alertons sur le risque inconstitutionnel de certaines mesures. En effet, en dépit des améliorations apportées en commission, nous avons quelques réserves sur l'article 1er qui entend permettre le recours aux palpations et à la saisie d'objets sans autorisation préfectorale par des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP. En premier lieu, ces mesures sont des prérogatives exclusives de l'autorité judiciaire. Ensuite, elles risquent d'entrer en contradiction avec le droit à la vie privée ainsi qu'à la liberté d'aller et venir. La rapporteure LR et le président de la commission des lois du Sénat s'y étaient d'ailleurs opposés face au risque inconstitutionnel. Par ailleurs, notre groupe s'interroge sur les difficultés de mise en œuvre de certaines mesures. Si nous soutenons pleinement les dispositions qui renforcent les sanctions contre les infractions à caractère sexuel dans les transports, nous nous interrogeons sur la mise en œuvre concrète sur le terrain des contrôles et des vérifications nécessaires permettant l'application de la nouvelle peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports pour les récidivistes de crimes et délits sexuels.
S'agissant du renforcement de la réponse pénale, pour lutter contre l'oubli de bagages ou défaut d'étiquetage, les sanctions nous paraissent disproportionnées. Certes, la négligence de certains passagers entraîne pour les usagers des retards inacceptables et il est nécessaire de responsabiliser ces voyageurs, mais ne faudrait-il pas renforcer l'effectivité des contrôles pour non-étiquetage qui sont actuellement très peu appliqués par la SNCF? Sur ce point, notre groupe soutient la mise en place d'un nouveau service d'étiquetage anonyme qui aurait un effet plus incitatif pour les usagers. Enfin, notre groupe salue l'ensemble des mesures qui visent à renforcer la sécurité des personnels de transport, en particulier les conducteurs. La faculté de captage sonore, lorsque le conducteur d'un bus se sent menacé, permettra d'assurer une plus grande sécurité dans les transports du quotidien. Notre groupe estime que la CMP a suffisamment borné le dispositif pour préserver les libertés publiques. Dans le même sens, la possibilité pour les opérateurs de transport de porter plainte pour le compte de leurs agents victimes d'agressions ou de violences permettra de les accompagner et de faciliter le déploiement de la répression pénale. En dépit de ces réserves, notre groupe estime que le travail de la commission mixte paritaire a permis de redonner un caractère équilibré à ce texte, ce qui justifie majoritairement le soutien du groupe LIOT. Merci. La discussion générale est close. Je vais mettre aux voix la proposition de loi telle qu'elle est issue de la commission mixte paritaire. C'est un scrutin public. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 445, exprimé 438. Majorité 220 pour, 303 contre 135. L'Assemblée nationale a adopté. Voilà pour cet ultime vote de l'Assemblée nationale qui vaut donc adoption définitive par le Parlement de cette proposition de loi qui vise à renforcer la sécurité dans les transports en élargissant les prérogatives des forces de sécurité des polices spécialisées. La séance est levée. À bientôt pour d'autres moments parlementaires avec toute la rédaction de LCP.